Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures comics. Des lectures qui sont dans l'ensemble plutôt correctes. Il y a du bon, il y a du moins bon et il y a de l'incompris, très clairement. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, je vous propose tout de suite de commencer avec la première lecture qui n'est autre que Green Arrow et Black Canary, Dawn of Green Arrow et Black Canary, sorti chez Urban Comics il y a quelques mois déjà, de l'ère DC Infinite. Un récit qui en cache deux, puisqu'il va y avoir un récit autour de Green Arrow et un récit autour des Birds of Prey, la relance des Birds of Prey. Un récit plutôt accessible, qu'on soit néophyte ou pas, autour de Green Arrow, tout simplement parce que, eh bien déjà, on a ce petit texte qui fait vraiment le café. Alors vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais dit que dans la place, dans le problème du marché des comics et de la continuité notamment, c'est pas ça qui allait faire en sorte de faire comprendre et de faire rattraper des années et des années d'histoire autour d'un personnage. Et pourtant, pour le coup, celle-ci, je le trouve, ce texte-ci, je le trouve très pertinent, sachant que c'est vrai que éditorialement parlant, Green Arrow, récemment, il n'a pas eu beaucoup de titres. Il y a eu 4 tomes pendant l'ère New 52, il y en a eu quelques-uns pendant l'ère Rebirth, et depuis, il n'y a rien eu. Donc c'est vrai qu'on a très peu de choses à rattraper. Ce récit, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que notre cher ami Oliver Queen est coincé dans une dimension parallèle, et qu'en fait, il ne va pas spécialement chercher à en sortir de cette dimension parallèle, pour la simple et bonne raison que s'il cherche à en sortir et qu'il est réuni avec sa famille, eh bien, sa famille et lui pourraient causer la perte de Coast City, comme ça avait été le cas notamment à cause d'un certain Green Lantern Hal Jordan il y avait déjà quelques années. Et si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous renvoie vers ma vidéo autour de la review complète des Green Lantern Corp. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, cette partie sur Green Arrow, pour la simple et bonne raison que le scénario fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. C'est un récit fluide, c'est un récit dynamique, c'est un récit qui prend le temps de nous présenter chacun des personnages qui sont inscrits sur une page, qui ils sont, quel lien ils ont avec Green Arrow, avec Oliver Queen. Donc pour moi ça fonctionne plutôt bien. C'est un récit bourré d'action, vraiment, qui se prend pas vraiment la tête. On sent quand même au travers de ce récit que Green Arrow est un personnage secondaire, hein, soyons clairs. Je trouve que les moyens qui sont mis autour de Green Arrow ne sont pas les mêmes qu'autour d'un Batman ou d'un Superman typiquement. Alors après, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. Le seul point négatif que je reproche à ce récit, c'est ce côté monde parallèle, en fin de compte, qui, à mon sens, eh bien, comment dire, ne colle pas vraiment avec Green Arrow, avec son univers. Green Arrow qui est pour moi un personnage très urbain, non pas pour moi d'ailleurs, qui est un personnage très urbain au même titre que Batman, et j'aurais peut-être aimé le voir enfermé dans une prison, je sais pas, 20 000 mètres sous l'eau, 20 000 lieues sous la mer, dans une prison de glace ou je ne sais où, sur une île abandonnée, mais pas forcément dans un monde parallèle. Alors petit point positif pour moi, c'est qu'à un moment, il va sauter de dimension en dimension, un peu comme un road movie, d'une certaine manière, et il va croiser d'autres Green Arrow, et les dessins vont changer, vont nous faire un rappel un petit peu au passé, avec des Green Arrow beaucoup plus old school, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment un point positif. Les couleurs sont absolument magnifiques, les dessins sont absolument magnifiques, c'est écrit par Joshua Williamson et Kelly Thompson, c'est deux grands noms du comics, on va pas se mentir. Au niveau des dessins, je connais pas du tout, c'est Sean Isaacs, que je connais pas, et aux couleurs Romulo Fajardo, pareil, que je ne connais pas du tout, et vraiment je les trouve magnifiques les dessins, donc pour moi c'est un grand nom. Dans ce récit, on a également une relance de Bird of Prey, l'équipe Bird of Prey avec notamment Harley Quinn, Cassandra Cain. On a une Néo-Dieu, on a Black Canary et on a d'autres personnages. Une relance qui m'a fait ni chaud ni froid, qu'on se le dise, puisque ça va nous raconter tout simplement l'idée que les Bird of Prey vont devoir aller chercher quelque chose sur l'île de Themyscira et faire face aux Amazones, ce qui est plutôt risqué. Alors,
Je ne sais pas pourquoi, on a des dessins aussi old school, pour le coup. Je comprends pas vraiment pourquoi. Si vous avez vraiment l'explication, donnez-la moi. En tout cas, aux couleurs, on a Jordi Belair. Bah, voilà, hein, c'est plutôt gage de qualité. En réalité, je trouve qu'en tout cas, les couleurs fonctionnent plutôt bien avec le côté old school. Mais pour le reste, j'ai trouvé l'histoire totalement osef. Est-ce que ça aurait mérité que Green Arrow et Bird of Prey soient séparés dans deux récits différents? Oui, je pense, très clairement. Parce que pour le coup, le lecteur va payer 288 pages pour lire du Green Arrow, alors qu'il n'y aura pas que du Green Arrow. Maintenant, d'un autre côté, je me dis que c'est une histoire qui peut clairement peut-être vous intéresser, vous plaire, et vous faire accrocher à l'équipe de Bird of Prey, donc why not. Je propose également de découvrir Wilson Nebula du côté d'Upercut Edition. Upercut Edition qui a beaucoup aimé ma review de Overkiller que j'avais adoré et qui du coup m'a gentiment proposé de m'envoyer Wilson Nebula et j'ai accepté. Wilson Nebula, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'un drifter de l'espace qui va être à la recherche de sa fille, qui va être poursuivi par différents peuples, par le gouvernement spatial intergalactique. Un personnage qui ressemble ni plus ni moins à un mélange des Gardiens de la Galaxie, d'Indiana Jones, de Retour vers le futur. Enfin, il y a des vibes très pop culture dans ce récit. Un personnage qui se drogue, qui prend des substances hallucinogènes et qui va vivre différentes aventures sur différentes planètes. C'est un récit relativement court, hein, on est sur de la BD franco-belge, ça sera en 2 tomes seulement. Est-ce que c'est cool? Oui, dans l'ensemble c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai aimé le récit? Non, soyons clairs, je n'ai pas aimé le récit. Pourquoi? Déjà d'une part, c'est que si vous me connaissez, vous le savez, mais moi et le space opéra, ça fait 2. Je n'aime pas tous les space opéras. Je ne suis pas fan de tous les space opéras. Et des trips, genre Gardien de la Galaxie, c'est pas mon délire du tout. Et là, bah, malheureusement, ça y ressemble beaucoup. C'est un récit qui, je trouve, est plutôt classique, en réalité. Qui nous parle de thématiques plutôt sympathiques comme celle du père jusqu'où un père est capable d'aller pour aller sauver sa fille. Maintenant, est-ce que c'est approfondi? Je trouve pas non plus. Voilà, je trouve pas que la thématique est très approfondie et c'est dommage. Maintenant, un point qui est intéressant à noter, c'est notamment que Fred Mansour, qui est l'auteur de Wilson Nebula, oui, est plutôt quelqu'un de talentueux en réalité. Parce que passer d'un récit d'espion avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, oui, le second degré n'est pas qu'une température, et passer ensuite à Wilson Nebula qui se veut être un peu plus sérieux, mais dans un délire quand même Gardien de la Galaxie, qui est un space opéra, qui ne raconte pas du tout les mêmes thématiques, je trouve que c'est plutôt fort, donc bravo à lui en tout cas. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, non, c'est un grand nom, Wilson Nebula, et je n'irai pas sur le tome 2. Dans les récits un petit peu délire, on va continuer, cette fois avec Tankers, sorti chez Bliss Edition, qui fait partie de la famille des Bad ID, des titres Bad ID, dont j'avais beaucoup aimé notamment L'œil d'Odin. Personnellement, je n'ai pas lu Pirate Queen, parce que le récit, au premier abord, ne m'intéressait pas forcément, mais Tankers, ça m'intéressait. Tankers, qu'est-ce que ça raconte? Ça nous raconte l'histoire d'un PDG, le PDG de Green Leaf Oil, qui découvre finalement qu'il reste très peu d'années à exploiter le pétrole, puisque le pétrole sur Terre s'épuise. Il va engager une équipe de scientifiques qui vont calculer que pour faire prolonger l'exploitation du pétrole, il faut retourner des millions d'années dans le passé, empêcher la météorite qui a détruit les dinosaures de détruire les dinosaures, puisque en fait d'après ces calculs, ce qui va se passer, c'est que quelques milliers d'années plus tard, une autre météorite va s'écraser, n'empêchera pas l'extinction des dinosaures, mais pour autant, vu qu'il y aura eu plus de dinosaures qui se seront développés sur Terre, il y aura eu plus de pétrole, normalement. Mais bien évidemment, vous comprenez bien que tout ne va pas se passer comme prévu. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer les tankers aller dévier la trajectoire de la météorite. Et on se retrouve avec des planches comme ça, où on a des mecs dans des armures qui détruisent des dinosaures. Et c'est juste extraordinaire. Alors qu'on se le dise très clairement, le scénario, oui, est écrit sur un bout de post-it, oui, c'est écrit sur un coin de table, un soir de repas de famille un peu mouvementé et un peu alcoolisé.
Pour autant, je trouve ça relativement cool. On a plein de références à la pop culture, que ce soit Jurassic Park, que ce soit le jeu Armored Core, peut-être que vous connaissez ce jeu, qui reprend des hommes dans des armures qui se foutent sur la gueule. Moi j'aime beaucoup parce que voilà, on a des planches on a des splash art absolument incroyables où ça défouraille dans tous les sens, des missiles dans la gueule des dinosaures, un mec qui va être mangé par un dinosaure et qui va juste ressortir et qui va le déchirer en deux. C'est juste incroyable, on va pas se mentir, c'est quand même cool. Voilà. Et puis à côté de ça, on a quand même des thématiques qui sont alors très classiques, hein, mais du fameux scientifique qui se trompe dans ses données. On va voir forcément les thématiques de la famille, de la cohésion. Vous savez, cette famille militaire où tous s'entraident. Et puis, ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble, même si, à mon sens, le point négatif du récit, c'est que malheureusement, on voit très vite venir la fin et on voit très vite venir les rebondissements qui... est-ce que c'en est vraiment finalement, puisque tu les devines? En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai deviné les rebondissements. Et du coup, la surprise n'a pas été à la taille de ce qu'elle aurait dû être. Pour autant, j'ai passé clairement un excellent moment devant Tanker. Et oui, si c'est du fun que vous voulez, si c'est une lecture pas prise de tête, dans une belle édition, une grande édition, au prix de 24 €, je pense clairement que c'est le récit qui est fait pour vous. Je vous propose maintenant de passer du côté de Backtrack, sorti chez Comics Initiative récemment. Un récit pour lequel j'ai eu beaucoup de préjugés, puisque quand je l'ai lu à ma première lecture, je me suis dit « Ouh là 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 là, on va être sur du Fast and Furious, mon Dieu, ça ne va pas me plaire du tout ». Et pourtant, hein, on a une introduction dans laquelle notre ami Michael Jérôme, que je salue puisque je l'ai croisé au Festival de la BD il n'y a pas si longtemps que ça, nous avertit notamment que, eh bien, si je vous dis divertissement spectaculaire, course de voiture, rebondissement improbable, vous vous dites probablement que Backtrack va forcément être dans la lignée d'une des franchises cinématographiques les plus rentables d'Hollywood. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est pas du tout le cas finalement. Parce que dans ce récit, on va nous raconter l'histoire de la seconde chance. Une nana qui fait pas mal d'erreurs dans sa vie, qui a choisi un chemin loin d'être le chemin le plus légal possible, a fait beaucoup d'erreurs. Et on va lui proposer de modifier un événement de son passé si elle gagne une course de voiture. Ce qu'elle ne sait pas en s'engageant dans cette course, c'est tout simplement que, eh bien, la personne qui l'a engagée pour cette course a la possibilité, aux différents points d'étape de la course, de les faire changer d'époque. Et donc, on va avoir des courses de voitures qui vont se passer un coup chez les dinosaures, un coup dans le western, un coup pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est relativement cool parce que finalement, on arrive sur des planches comme ceci, attendez si je la trouve, où on a des voitures qui sont poursuivies par des dinosaures, et c'est juste génialissime. Alors oui, c'est du grand divertissement, mais pas que, parce que ça nous raconte pas mal de choses, Backtrack. Ça nous raconte les liens, ça nous raconte la deuxième chance, ça nous raconte les erreurs du passé, ça nous raconte la responsabilité. Ça nous parle beaucoup de la responsabilité sous différentes formes, de ses actions passées, futures, des actions passées, futures des autres aussi. Est-ce qu'on peut en être responsable? De modifier le présent, le passé, le futur, etc. Et vraiment, ça nous parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques. C'est un récit pour lequel c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que scénaristiquement, c'est très cool, c'est très original. Et quand est arrivée la fin, encore une fois, j'ai eu un préjugé. Hein, je ne suis pas exempt de défaut, je ne suis qu'un homme. Et je me suis dit, ouh là là, je la vois venir la fin. Je la vois venir à 100 000 lieues la fin. Eh ben pas du tout. La fin a été très surprenante. Je l'ai adoré cette fin. Voilà, elle m'a surprise, elle m'a surpris, elle m'a laissé sur le cul, donc c'est un grand oui.
Au niveau des dessins, bah là aussi c'est très cool, on est sur du réalisme, on est sur des couleurs plutôt normales, j'ai envie de dire, en tout cas qui collent bien avec l'ambiance du récit. Quand on est sur du futuriste, on est sur des couleurs beaucoup plus vives. Est-ce que j'ai un exemple ici? Non, pas forcément. Mais il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements. C'est très joli, je trouve qu'il y a, ouais, il y a un certain réalisme. Ça fonctionne plutôt bien. Et ce que je trouve intéressant notamment, c'est que eh bien, on nous propose une bande sonore voilà, pour lire le récit. Alors moi je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas très musique quand je lis. Mais ça peut être très très cool et ça peut, je pense, qu'améliorer votre expérience. Là où j'ai un petit point négatif sur le récit, c'est pour la traduction. Alors la traduction en soi n'est pas mauvaise, mais attention quand même à l'orthographe et à la conjugaison, notamment dans l'introduction par exemple, où on nous dit, dans la deuxième phrase, on nous dit, vous vous dites probablement que backtrack qui s'écrit B-A-C-K, ici par exemple est écrit B-A-C. Alors c'est pas grand chose. Est-ce que ça altère notre expérience de lecture? Non, je ne crois pas. Mais quand on est un petit peu exigeant sur l'orthographe et la conjugaison, oui, on voit les erreurs. Voilà, donc je tiens à le signaler. Je sais que par exemple sur... je sais plus quel récit de 404, je l'avais pas signalé parce qu'en fait j'avais juste pas fait attention à ces erreurs-là. On me l'a signalé dans les commentaires, mais là je les ai vus. Voilà, je les ai vus donc je le dis. Quand je les vois pas, je fais pas attention, bon, ça arrive. Mais là je les ai vus et donc je sais que certains d'entre vous sont des aficionados de l'orthographe et de la conjugaison et que ça peut vous faire décrocher potentiellement en fonction des récits, donc attention à ça. On part sur l'avant-dernier récit, qui n'est clairement pas une réussite pour moi. Il s'agit de Airdiver tome 2. Vous le savez, j'avais beaucoup aimé le premier tome qui nous racontait l'histoire de la planète Terre qui était sur sa fin, que beaucoup de peuples abandonnaient, sauf des Amérindiens qui décidaient d'aller dans le passé pour tuer Christophe Colomb, pour empêcher la découverte de l'Amérique. On avait cette thématique de, encore une fois, revenir dans le passé, c'est un peu la thématique de cette review lecture finalement, de revenir dans le passé pour modifier les événements, mais on avait plein de thématiques autour, que ce soit pas le harcèlement racial, mais vous savez tout ce qui s'est passé avec les Amérindiens à la découverte de l'Amérique, dont beaucoup de femmes ont été violées, beaucoup d'Indiens ont été tourmentés. Je trouvais ça plutôt intéressant. Et ce tome 2, je ne l'ai juste pas compris. Je n'ai pas compris la cohérence entre le tome 1 et le tome 2, puisque dans le tome 2, en fait, on nous raconte que le personnage va tout simplement se retrouver 20 000 ans avant Jésus-Christ, à 5 000 ans à peu près. Pourquoi? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il y fait? Pourquoi tout le tome 2 se passe à cette époque-là? Je n'ai pas compris. Je n'ai juste pas compris le récit. Alors potentiellement, peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 1, possiblement. Maintenant, c'est rare que ça m'arrive. Possiblement, je suis juste passé à côté de quelque chose. Peut-être que c'est le mood, j'en sais rien. Mais j'ai pas compris ce récit. Et de ce fait, j'ai juste eu l'impression de perdre mon temps à la lecture de ce récit que j'ai pourtant fini. C'est dommage, parce que les dessins sont très très bien. Je savais avec le tome 1 qu'il y avait un délire un petit peu bizarre avec Airdiver, notamment quand l'un des personnages parlait à une chèvre qui se prenait pour un démon. Voilà, on tend se le dire, mais il y a des choses un peu étranges dans ce récit. Mais autant là, j'ai pas compris, j'ai pas forcément passé un bon moment. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires, dans l'espace commentaire, qui est le vôtre, si je suis passé à côté, si vous avez aimé, si je dois retenter une deuxième lecture, enfin voilà, je sais pas. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires. Et enfin pour finir, on va finir sur une trilogie sortie chez Graf Zeppelin, de la BD franco-belge, qui n'est autre que Murderval, écrit par Vicente Cifuentes, ouais, c'est ça, qui nous raconte l'histoire de Victor et Sarah, qui est un couple qui a besoin de se retrouver, un couple qui est en perte de vitesse puisque Victor travaille énormément. Et il travaille tellement énormément qu'il va faire un burn-out, il n'est pas passé loin de la crise cardiaque. Et Sarah, elle, qui est presque sur le départ, en fait, de le quitter. Et qui, du coup, sur les conseils de leur psy, vont aller faire un petit week-end en amoureux à la campagne pour se ressourcer. Et ils vont tomber sur une ville qui est très étrange, dans laquelle il se passe des choses très étranges, et qui va plus ou moins les maudire, d'une certaine manière. Alors, pas mal de choses à dire.
sur ce récit parce que, au premier abord, ce récit, je l'ai trouvé très intéressant. Le scénario est plutôt intéressant. Pas très original, hein, qu'on se le dise. C'est du vu, revu et corrigé. Ça reprend les codes de beaucoup de choses. J'y ai vu notamment du Silent Hill, par exemple. J'ai vu du Stephen King. J'ai vu des récits autour des sorcières, des récits autour des esprits. Notamment la trilogie ou la quadrilogie là, avec Annabelle aussi par exemple. Voilà, il y a pas mal de références à la pop culture de façon générale et surtout à la pop culture horrifique. C'est un récit qui dispose de très très beaux dessins. On est sur du réaliste, on est sur des traits fins, on est sur des couleurs qui fonctionnent bien avec l'ambiance du récit, qu'on se le dise. Vraiment, je trouve que le récit Vicente Cifuentes, il maîtrise plutôt bien la montée en puissance de la tension du récit. Il arrive à nous plonger dans ce récit horrifique parce que au niveau de l'ambiance, ça fonctionne bien. Là où malheureusement pour moi il y a un gros hic, c'est que je trouve qu'il y a des facilités scénaristiques d'une part, et puis surtout je trouve que Vicente Cifuentes, eh ben, malheureusement, il tombe dans les travers des films, des séries B, des films de série B, des films d'horreur un peu mauvais. Et c'est malheureusement un peu le cas pour moi avec cette trilogie. Alors c'est pas mauvais en tout, loin de là, mais typiquement il y a des scènes, je ne comprends pas comment elles arrivent, je ne comprends pas pourquoi le personnage en est là dans sa scène, pourquoi ça arrive aussi vite, et à contrario il y a des choses qui me laissent totalement sur le cul. Hein, pourquoi on retourne dans la ville de Murderval après le tome 1 avec un enfant sous le bras alors qu'on sait que potentiellement c'est une ville dangereuse pour un enfant. Voilà, typiquement, c'est le genre d'exemple que je peux vous donner de ce pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi. Alors, c'est peut-être rien pour vous, potentiellement ça ne vous empêchera pas de passer un bon moment, potentiellement peut-être que oui. En tout cas, je trouve que les dessins sont sublimes, vraiment sublimes pour le coup. Il y a un vrai travail sur les dessins. Ça marche sur la tension, ça fonctionne plutôt bien, ça mélange différents types de récits horrifiques. Donc c'est pas un non total, mais malheureusement il y a des choses que c'est pas très... voilà, et il y a des rebondissements qui malheureusement ne fonctionnent pas parce que, tout comme pour Tankers, bah je m'en doutais en fait. Et malheureusement ça m'enlève totalement le goût de la surprise. Et forcément, bah, ma lecture n'en est pas meilleure en fait, ou en tout cas, elle n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être. On a des couvertures qui sont absolument sublimes, qu'on se le dise quand même, hein, vraiment, elles sont magnifiques ces couvertures. On a des personnages qui sont plutôt attachants. Malheureusement, là aussi, là ce que j'ai reproché à ce récit, c'est que la psychologie des personnages, bah, elle n'est pas très bien exploitée. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est un récit qui est en dessous de ce qu'il devrait être, vraiment. La faute à l'auteur, hein, pour le coup, mais clairement c'est un récit qui devrait avoir un 8 ou un 9 sur 10 et qui n'a malheureusement qu'une petite note pour moi qui ne vaut pas plus que 5, très clairement, parce que vraiment, pour tous les points que je vous ai cités précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu ce mois-ci, ça m'intéresse. Si vous avez lu les récits que je viens de vous présenter, bah, j'aimerais bien avoir votre avis pour le coup, savoir si on est raccord par raccord, s'il y a des divergences aussi par rapport à mes propos, et notamment pour F-Diver tome 2, ça m'intéresse. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, sachez que plus la chaîne grandit, plus on va pouvoir faire des dingueries, et des dingueries, il y en a pas mal qui arrivent au mois de septembre, donc octobre ou novembre sur la chaîne. Soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre meilleur commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. Des tips de créateurs de contenu, mais pourtant qui nous aident énormément, sachez-le. A très très vite, prenez soin de vous.